Bonjour à toutes et tous. Donc, nous allons ouvrir ce colloque et je vais prononcer quelques mots pour vous accueillir comme il se doit, bien sûr, au seuil donc de cet important colloque dont l'organisation a été confiée à Bruno Carsanti et Isabelle Thirault, que je remercie évidemment très très chaleureusement. Il me revient donc, comme président de l'école, à prononcer quelques mots. Comme le plus important sera exposé dans les 2 journées qui s'ouvrent, je me suis engagé auprès de Bruno à être bref, tel il avait passé, je me souviens, à Sartre un petit mot comme ça, soit bref, et évidemment il n'avait pas été, mais moi je le serai, c'est promis. En effet, je pense comment ne pas vous fournir quelques éléments d'éclairage utiles à cette rencontre qui vient à répondre à une actualité chaude relative à la production des savoirs en sciences humaines et sociales. On sait que ces savoirs ont pour première mission des connaissances certifiées pour rendre les mondes sociaux plus transparents et importer ainsi leur pièce à l'indispensable émancipation des peuples. À l'inverse, d'ailleurs, de ce qu'affirmait celui que l'on range parfois parmi les fondateurs du socialisme et de la sociologie, je veux parler de Charles Fourier, nous ne pensons pas que, je cite, le peuple a besoin qu'on l'éblouisse et non pas qu'on l'éclaire, disait-il. Nous pensons au contraire que les démocraties les plus avancées ne peuvent reposer sur un tel socle de savoir indispensable mis à la disposition de chacune et de chacun. Cette façon de voir les choses, nous le savons, se heurte aujourd'hui, comme hier d'ailleurs, à un certain nombre d'adversaires plus ou moins ardents. Les obstacles qui se sont élevés, comme ceux que l'on voit surgir aujourd'hui, ne concernent pas seulement notre pays, la France. C'est l'ensemble de la communauté savante qui est menacée de différentes manières, certes, et par des forces de nature différentes, dans les pays autoritaires comme dans les démocraties. Récemment, on a ainsi vu à Rio des centaines de milliers de citoyens défiler dans les rues pour défendre nos savoirs. Il faut célébrer cette énergie, il faut se réjouir de cette résistance. Les savoirs que nous avons collectivement mission de produire et d'enseigner ont toujours été, vous le savez, en but à la vigilance et à l'inquiétude des pouvoirs. Les plus autoritaires d'entre eux transforment souvent leurs inquiétudes en interdits. L'histoire longue des sciences humaines et sociales, des humanités, se confond avec celle de combats pour les faire exister. Même les démocraties, je le disais, les plus assurées, ont connu, nous le savons, et connaissent encore de telles tentations. Bien qu'il faille en convenir, les freins mis au développement des sciences sociales n'ont pas partout la brutalité de répression en cours dans plusieurs pays, même européens. Mais comment nier aussi qu'il est des façons insidieuses d'entraver, de perturber, voire d'étouffer le travail qui est le nôtre, des sociologues, des historiens, des anthropologues, des économistes, des juristes. Il faut défendre donc les rares espaces scientifiques où règne une liberté intellectuelle faite du primat accordé à la raison, c'est-à-dire à la documentation, à la controverse argumentée et au respect dû aux chercheuses et aux chercheurs. Le mépris et la suffisance technocratique comme les intimidations moralistes de tous ordres que l'on sent parfois poindre à l'encontre de nos savoirs, qui ont d'abord, rappelons-le, pour viser de rendre les sociétés plus conscientes d'elles-mêmes en dissipant les illusions qu'elles entretiennent et les aliènent, sont aussi des graves menaces à combattre. Tel est donc le sens de notre rencontre. Inventorier les différentes menaces pour les mieux combattre. Il revenait tout naturellement à l'école des hautes études en sciences sociales de s'élancer dans une démarche internationale qui réunit ces deux objectifs, soutenir et protéger. Elle cultive d'ailleurs, je le dis en passant, la même veine dans le Festival des sciences sociales, allez savoir, qu'elle organise désormais chaque année sur son campus marseillais de la Vieille Charité dans la dernière semaine du mois de septembre. Je remercie donc toutes celles et tous ceux qui travaillent à cette grande tâche
et auquel je laisse maintenant la parole. Merci à vous toutes et tous. Sciences sociales en danger. Nous nous sommes beaucoup interrogés sur la tournure alarmiste, défensive de cet intitulé. Il ne nous plaisait pas et cependant il nous a paru inévitable. Le point d'interrogation, qui ne vous aura pas échappé, a fait office de modulation et de signe que nous ne voulions pas tout confondre dans un seul cri d'alerte. Cela étant, le point est incontestable, la perception des dangers est vive dans nos corps de métier. Et elle se manifeste sur plusieurs fronts, internes et externes au champ scientifique. Ce qui est également clair pour la plupart des acteurs de nos disciplines, c'est que ces dangers ont quelque chose de commun. Ils se configurent à l'intérieur du rapport jamais complètement pacifié, inévitablement problématique entre savoir et politique, pratique savante et pratique politique. Alors soulignons une chose, nous parlons ici des sciences sociales spécifiquement. Nous ne méconnaissons pas que le caractère problématique du rapport entre savoir et politique vaut pour tout savoir, étant entendu que tout savoir recèle un pouvoir propre, ne serait-ce que parce qu'il il s'impose et agit sur l'opinion, de sorte que ce pouvoir particulier ne peut pas ne pas entrer en tension avec les différents pouvoirs institués, qu'il s'incarne dans l'État, l'administration, les pouvoirs publics, ou qu'il procède de composantes plus ou moins organisées et influentes de la société civile. On peut dire toutefois que ces savoirs particuliers qui prennent les phénomènes sociaux pour objet, qui en dégagent la trame passée et présente, qui investissent des aires culturelles distinctes sur la base d'enquêtes empiriques qui se veulent rigoureuses, d'un comparatisme qui se veut contrôlé, pour ces savoirs, on peut dire que la tension est au plus haut. La raison à cela se conçoit facilement, c'est que les pouvoirs institués à l'époque moderne ne peuvent pas écarter de leur propre légitimation la connaissance rationnelle et objective des processus sociaux sur lesquels leur action s'exerce. C'est pourquoi, si difficile soit le contexte, le genre de connaissances que nous représentons existe, persiste, insiste à peu près partout. Attaquer aussi durement qu'il est possible, la volonté de connaître qu'exprime ce genre de savoir, parce qu'elle est incrustée dans le développement des sociétés modernes, s'impose au-delà de ce que peuvent ceux qui voudraient s'en débarrasser. Il demeure que ce problème général connaît depuis quelque temps une forte accentuation, et c'est ce qui fait que le mot de danger surgit spontanément. Dans les faits, le problème a été pris en charge de multiples manières, a suscité différents types de réactions défensives autour desquelles un grand nombre d'acteurs de nos communautés se sont mobilisés ces dernières années. On verra dans ce colloque plusieurs exemples des formes comprises, protestation, résistance et défense concertée dans un climat qui était jugé sans cesse plus défavorable. Mais passer du cri d'alerte à la réflexion, ce que notre travail nous pousse bien entendu à faire, c'est d'abord se demander en quoi ces dangers perçus consistent réellement, comment les distinguer historiquement, analytiquement. Si leur particularité d'époque se laisse décrire, cela suppose que tout en restant attentif à la singularité des situations, on ne renonce pas à formuler un jugement d'ensemble. Un tel jugement est d'autant plus requis qu'aujourd'hui, ces savoirs sont extrêmement connectés, internationalisés, si bien que les dommages causés ou que ce soit affectent par contre-coup l'ensemble de nos pratiques, d'où le besoin pressant qui a été à l'origine de ce colloque, se donner le socle de quelque chose comme une conscience commune transnationale, se forger à partir de là un diagnostic à l'usage de tous. Mais pour que ce diagnostic puisse se former, et sans aucunement préempter les conclusions des discussions qui devraient y mener, que nous aurons ici, je voudrais en quelques mots dessiner le cadre dans lequel la réflexion doit, selon moi, se conduire et indiquer quelques points stratégiques entre lesquels il nous faut nous mouvoir. Alors, je partirai d'une proposition initiale. Il y a évidemment une portée politique intrinsèque à la pratique des sciences sociales. Évidemment.
Dans cette proposition, si acceptable soit-elle, chaque mot, dès qu'on s'essaie à le comprendre vraiment, perd de son évidence et soulève une foule de questions. Portée politique intrinsèque. Une portée, c'est le contraire d'un postulat. C'est une position conquise à travers le savoir lui-même, dans le prolongement de sa pratique, et non un présupposé idéologique d'arrière-plan. Mais cette position conquise, en l'occurrence, est bel et bien politique. À ce titre, elle pénètre et modifie le champ où s'affrontent les idéologies. L'engagement en ce domaine peut être plus ou moins marqué selon les cas, en fonction des objets, des disciplines, des chercheurs individuels, j'allais dire des tempéraments. Ce qu'il est permis de supposer, c'est que si ténu soit-il, il n'est jamais nul. Les sciences sociales font partie intégrante de la configuration moderne. Or, dans cette configuration, ce sont les conflits idéologiques qui structurent l'expérience politique et qui lui confèrent sa teneur. Du reste, c'est exactement ainsi que nos savoirs considèrent les idéologies. Non pas de manière réductive comme des figures de la fausse conscience et des erreurs de jugement, mais comme des perspectives déterminées sur le tout de la société, portées par des intérêts de groupe sans doute, mais aussi par des idéaux exprimés par ces groupes, par quoi ils s'engagent depuis leur position dans la discussion et le combat sur les lois communes, lois dont l'ordre n'est pas fixé a priori, ni figé par la tradition. C'est une fois franchi ce seuil critique, donc dans des sociétés historiquement lancées dans la reprise et la transformation résolue de leurs propres normes, que les idéologies émergent. Pour les sciences sociales qui naissent du même mouvement général, elles sont, ces idéologies, quelque chose qu'il faut donc déchiffrer. Travail qui consiste à les prendre ensemble, en relation les unes avec les autres, à symétriser leurs positions, à déterminer les enjeux réels autour desquels chacune se détermine et à faire apparaître les normes implicites qu'elles véhiculent en s'affrontant sur une même scène. De ces considérations générales sur la critique immanente aux idéologies, dans laquelle nous nous engageons toujours à quelques degrés, je tire donc ceci. Si la portée politique des sciences sociales a un sens, alors ce sens réside essentiellement dans la clarification du champ global que les idéologies définissent, pris au niveau des idéaux qui y entrent en conflit, des controverses qui s'y déroulent et des modes de justice praticables qui s'en dégagent. De là suit une véritable prise de position. Elle réside dans une intervention fondée sur le degré supérieur de lucidité qu'un savoir de cette nature a permis d'atteindre. Mais de quel genre d'intervention s'agit-il ? Disons-le en reprenant quelques concepts fondamentaux qui ne cessent de nous guider, que nous soyons historiens, anthropologues, sociologues, juristes, économistes ou philosophes des sciences sociales. Le fameux principe de la neutralité axiologique, ou pour prendre son équivalent durkheimien de la critique des prénotions, n'a jamais signifié la dépolitisation du savoir, mais son affranchissement des présupposés politico-idéologiques dans ce qu'ils ont de partiaux et de situés, le but étant de tirer de leur objectivation, de leur inscription dans un système de relations et de la clarification de leur perspective, la possibilité de tracer une ligne politique nouvelle où le devenir commun des groupes en présence puisse être plus consciemment affronté. Karl Mannheim, disciple hétérodoxe de Weber, celui qui a sans doute poussé le plus loin l'analyse du rapport entre sciences sociales et idéologie, parlait à ce sujet de relationnisme. Et il insistait sur le fait qu'un tel point de vue n'aboutit pas, contrairement à ce qu'on pourrait croire, à un relativisme paralysant l'action. C'est tout le contraire. La politique intrinsèque au savoir que ces sciences portent en elles est vraiment une politique. Forgée à travers la distanciation qu'elles ont opérée et l'objectivation complète des positions à laquelle elles sont parvenues. Ce circuit, où s'enchaînent un écart et un retour à l'expérience politique, est la seule manière vraiment conséquente d'honorer le réquisite essentiel de la politique moderne, qui est de fonder sa justification normative dans les attentes de justice émanant du développement social et de l'autocompréhension dont il est capable. Alors j'ai décrit à grands traits le fond commun sur lequel nos pratiques savantes s'érigent et prennent leur sens politique. Ils fondent ce qu'on peut appeler simplement une politique éclairée. Non pas au sens des Lumières du XVIIIe siècle, lesquelles procédaient d'une absolutisation de la raison individuelle et prônaient, au risque de ce qu'après coup nous qualifions d'ethnocentrisme, leur diffusion à tout contexte social qu'elle pouvait pénétrer,
Le principe ici est plus exigeant, ancré dans une critique réflexive plus poussée. Elle ne prend forme que dans la seconde moitié du XIXe siècle, en se fondant sur le comparatisme et surtout en se référant aux transformations effectives des sociétés concernées, aux injustices qu'elles engendrent et aux formes de régulation et de solidarité dont elles sont, dans le même temps, porteuses. On le sent pourtant aujourd'hui, rappeler ces grands principes est très insuffisant. C'est que les dernières décennies du XXe et les premières du XXIe siècle ont manifesté la crise du modèle à l'intérieur duquel ces principes s'inscrivaient. Les causes de cette crise sont multiples et il est impossible de les analyser en quelques mots. Ce qu'on peut dire, c'est qu'elles ont leurs racines dans la difficulté toujours plus aiguë, réfractée sur différents plans, de déterminer les processus d'intégration nouveaux qui sont appelés par les dynamiques à l'œuvre, à la fois en termes d'individualisation des rapports sociaux, de revendication des droits individuels, de différenciation des sphères d'activité, d'intensification, d'internationalisation des échanges et d'extension des relations d'interdépendance entre les groupes dans et par-delà les États-nations. La grammaire et les méthodes des sciences sociales qui s'étaient progressivement consolidées dans la période précédente et qui correspondaient en fait à une époque où le mode de cohésion des sociétés politiques et le type d'intégration qu'elles réalisaient pouvaient se prévaloir d'une relative clarté, cette grammaire et cette méthode ont dû se renouveler profondément. Ce défi des dernières décennies a été relevé par les sciences sociales. Il a constitué, pour ces sciences contemporaines donc, une stimulation forte et, il faut le dire, a témoigné dans les différentes disciplines d'une relance remarquable. De nouveaux paradigmes et de nouvelles approches sont apparus qui ont permis d'accomplir les opérations analytiques et descriptives requises par la configuration plus instable, plus tendue, plus complexe où l'on se trouvait placé. Dans cette évolution, toutefois, la portée politique intrinsèque au savoir a perdu de sa netteté. Le travail sur ce plan a été délaissé, ce qui a abouti à deux conséquences. D'une part, un repli positiviste, où les objets sociaux se présentent de façon résolument fragmentée et où l'extrême spécialisation sert souvent d'alibi à un rejet de toute théorisation jugée par principe encombrante, alors que, si difficile soit-elle, elle est indispensable à une politisation conséquente. D'autre part, on a assisté à la montée en puissance d'orientations idéologiques subies et acceptées plutôt qu'objectivées, et aux biais qu'elles induisent dans le questionnement et l'enquête, ce qui traduit en l'occurrence, contrairement aux apparences, un phénomène de sous-politisation des sciences sociales, puisque c'est par ce biais qu'elles deviennent la proie consentante d'une politisation qui leur est extrinsèque. Les deux tendances, on le conçoit, sont en fait solidaires. Elles se combinent, se superposent, alternent ou se conjoignent avec d'autant plus facilité qu'en dernière analyse, elles procèdent du même manque, du même déficit. Mais surtout, elles accompagnent une évolution politique générale qui a fait surgir des obstacles inédits, se révélant sous maints aspects hostiles à la formation, à l'entretien et au redéploiement de ces circuits complexes entre savoir et politique, entre connaissances et pratiques sociales. Ce plan, donc, de l'évolution politique générale, qu'on peut dire contextuel, mais le contexte n'est jamais complètement extérieur à des savoirs qui se conçoivent eux-mêmes comme des faits sociaux, ce plan se détermine parallèlement au précédent. En fait, les deux sont inséparables. Plus les sciences sociales perdent leur portée politique propre, moins le débat politique est éclairé. Moins il est éclairé, plus il se crispe et se raidit sur des positions fermées à la connaissance et à la compréhension des processus intégrateurs de type nouveau, appelés par la différenciation sociale, appelés par les revendications individuelles et collectives en termes de droits, appelés par les interdépendances nouvelles au sein des États-nations et au-delà d'eux. En termes politiques, cela se traduit par le fait que le libéralisme et le nationalisme se relancent l'un l'autre, le premier ne percevant de la différenciation sociale que l'individualisation des intérêts et des prétentions subjectives, le second figeant les appartenances dans des identités fermées et exclusives. Ce qu'on constate, c'est qu'ils n'ont d'ailleurs rien
d'incompatibles, eux non plus. Au bout du compte, là aussi, les deux fusionnent en des synthèses politiques nouvelles dont le trait commun est de tourner le dos à l'impulsion historique, sociale et intellectuelle dont les sciences sociales se sont faites le vecteur. Ces oscillations et ces synthèses peuvent prendre plusieurs visages. Elles sont le pendant de la crise des sciences sociales. Leur assigner un rôle causal, tout faire peser sur le contexte, donc, serait évidemment faux. Surtout, ce serait se décharger trop facilement et éviter d'affronter nos propres responsabilités. Mieux vaut se tenir alors à ce constat. Les deux évolutions, scientifiques et politiques, sont de toute évidence corrélées. Elles s'entre-expriment, agissent continuellement l'une sur l'autre, dessinant une même configuration avec ses saillances, ses clivages, ses confusions. Ce qui implique que chacun se dispose à prendre en main ce qui dépend de lui. Seule solution pour qu'on sorte de l'impasse dans laquelle on est entré. En toute éthique, professionnelle ou autre, il convient toujours de circonscrire ce que les stoïciens appelaient les choses qui dépendent de nous. Pour les praticiens des sciences sociales aujourd'hui, c'est de cela qu'il s'agit. Certes, la tâche n'est pas la même et le type d'effort varie selon la gravité des situations, l'intensité des pressions, des contraintes, voire des coercitions qui pèsent sur celles et ceux qui ont décidé de faire des sciences sociales leur métier. De l'évolution politique générale qu'on a rappelée, ont émergé au cours des dernières décennies des politiques nationalistes autoritaires, parfois franchement dictatoriales, où les menaces ont été d'ores et déjà mises à exécution. Elles ont provoqué l'exil de nombreux chercheurs et de chercheuses, avec les drames qui s'ensuivent. Souvent, elles ont donné lieu à des stratégies d'écriture, de recherche et d'enseignement en conditions de très grande vulnérabilité. Dans ces mêmes contextes très contraints, on a assisté aussi, on le verra, à des reconfigurations significatives. Des réseaux et des pratiques savantes ont vu le jour à l'appui de tout ce qui, au sein des sociétés elles-mêmes, continue d'exprimer le besoin de sciences sociales, signe de contre-tendance qu'une attention trop exclusivement portée sur le fonctionnement répressif des régimes risque de négliger. Dans les démocraties libérales, où les courants nationalistes sont entrés dans une phase de progression toujours plus forte et toujours plus marquée, la situation est très différente. Les dangers ne prennent pas le tour de la répression, ils émanent de plusieurs foyers, prenant plutôt la forme de la critique acérée, de l'ignorance délibérée ou pas, du déni de scientificité ou de l'accusation de corruption intellectuelle. Autant de discours qui, parés ou non du sceau de l'officiel, peuvent se traduire pratiquement en relégation, discrédit, appauvrissement, perte de moyens. La fonction émancipatrice et intégratrice des sciences sociales, ce qu'on a appelé leur portée politique intrinsèque, se trouve sur la sellette. Or là aussi, et peut-être faut-il ajouter là surtout, lorsque les sciences sociales continuent d'être libres au sens où la coercition et la mise au pas ne les menacent pas, la question se pose d'agir sur ce qui dépend de nous. C'est alors qu'on ressent l'impératif d'expliciter pour nous-mêmes et pour nos interlocuteurs en quoi cette portée politique consiste et quelle est sa valeur. Nous avons choisi de donner au colloque une question circulante qui est sur la brochure, que nous avons conçue comme une sorte de viatique appropriable par chaque intervenant. À quelles conditions les sciences sociales, telles que je les pratique, ont-elles l'effet émancipateur qu'elles devraient avoir? La question fait signe vers un devoir-être qu'elles devraient avoir et se place au niveau des conditions de possibilité. À l'appui de ce que je viens de dire, on peut la retraduire. Comment puis-je formuler, depuis certains pans de mon expérience professionnelle et en réfléchissant sur la pratique actuelle de mon métier, la portée politique intrinsèque des sciences sociales? Les deux questions se complètent, ou les deux formulations se complètent. En effet, c'est à l'aide de cet opérateur qui est l'attente légitime d'émancipation individuelle et collective, qui traverse les sociétés modernes et les oriente historiquement, que les dangers qui guettent aujourd'hui les sciences sociales peuvent être discriminés et décrits. Je n'ai pu, dans ce qui précède, qu'en donner un exposé rhapsodique. Pour finir, j'aimerais les présenter dans une sorte de diagramme. Il y a d'abord les dangers qui naissent de ce que l'émancipation portée par les sciences sociales est vue comme une menace directe contre l'ordre social et politique, ce qui met ces savoirs dans une position de cible de prédilection. Ces dangers varient en intensité et en nature selon les régimes politiques et selon les ressorts
qui leur sont opposables au sein des sociétés concernées. Il y a ensuite les dangers qui naissent de la fonction émancipatrice contestée, de l'ignorance de sa signification ou de l'hostilité qu'elle suscite, ce qui peut provenir de puissances externes, intéressées à cette remise en cause pour des raisons politiques variables, dans les démocraties libérales comme dans n'importe quel autre régime, mais cela peut provenir aussi de méconnaissance ou de perte de repères internes au champ scientifique, à travers des pratiques savantes qui sont en décrochage par rapport aux exigences de la politique intrinsèque qu'on a rappelée. Et à cet égard, ces dangers paraissent plus accusés qu'ailleurs dans les démocraties libérales, compte tenu des évolutions politiques et intellectuelles qui s'y marquent. Et enfin, il y a des dangers d'un autre type. Les plus inquiétants peut-être, ils naissent de ce qu'on peut appeler l'attente déçue, c'est-à-dire du sentiment que la promesse d'émancipation individuelle et collective portée par les sciences sociales a été en fait trahie et qu'elle n'est pas honorée à la hauteur de ce qu'elle prétend. De sorte que ces savoirs eux-mêmes passent soudain du côté de l'ennemi. Ils sont stigmatisés par des positions qui se perçoivent et s'affirment comme plus à même qu'eux d'agir dans le sens de l'émancipation. Plus encore, ils sont dénoncés, nous sommes dénoncés, comme le leur, dont il faudrait prioritairement s'affranchir pour s'engager dans une autre voie, dont par ailleurs rien ne peut ni ne veut être dit, la révolte se suffisant à elle-même et se glorifiant le plus souvent de son mutisme. Dans les démocraties libérales, ce ne sont pas les dangers les moins grands, loin s'en faut. On se doute qu'ils ne sont pas sans rapport avec ceux que j'ai rangés dans la seconde catégorie, plus spécifique à ces contextes démocratiques qu'à ceux qui ne le sont pas. Or, on notera que c'est d'eux que vient ce qui correspond simplement, ici même, à de la violence, exprimée verbalement et traduite en actes. Parmi les tags qui ont émaillé le saccage systématique du bâtiment de l'EHESS il y a quelques mois, et qui était le fait d'occupants parmi lesquels se trouvaient nombre d'étudiants en sciences sociales, de l'institution ou d'ailleurs, peu importe, on lit des inscriptions de ce type. À mort la sociologie. Anthropologie, discipline coloniale. Alors je passe sur les menaces de mort ad hominem, je passe aussi sur les livres et les instruments de travail détruits. Sur les murs, on lisait encore « À mort la démocratie », comme pour tracer l'espace le plus englobant de la haine adressée à ces savoirs comme tels, puisqu'il est vrai que leur développement a été et demeure permis par ce type singulier de régime politique, la démocratie, et surtout par le genre d'existence sociale et historique qui lui correspond. Toute éruption critique est signifiante, ne serait-ce que parce qu'elle récuse en fuyant le discours. Quant à notre discours, il a moins face à elle à se justifier qu'à se consolider, à se clarifier dans sa portée assumée. Ce qui suppose de le reprendre en tant que vecteur de réflexivité et de mieux le resituer dans la situation politique générale dont les formes dévoyées de la critique, tout comme les fixations conservatrices et les dénégations libérales, sont les pôles désormais dominants. Bref, dans cette triangulation qui nous enserre, qui souvent nous étouffe, notre place doit être refaite, reconstruite, pour la communauté que nous représentons, enseignants et étudiants compris. C'est pourquoi le danger ultime dont je viens de parler nous concerne tout autant que les autres, nous qui accomplissons le plus souvent des missions d'enseignement, aussi bien que de recherche, de tâches dont le lien organique n'a pas besoin d'être démontré. Il est venu, ce danger, percuter la préparation de ce colloque. Et il lui donne, de fait, une tonalité toute particulière. Disons qu'il en a rendu d'autant plus urgent la tenue, puisqu'il a indiqué de façon impérieuse la nécessité de redéfinir pour le public le plus large, qui comprend au premier chef la jeune génération que nous entreprenons de former, munie de ces interrogations et de ces attentes, le sens de ce que nous faisons effectivement, et la politique du savoir qui nous anime lorsque nous y consacrons nos forces. Voilà, je vous remercie. Alors, je passe la parole à Isabelle Thiraud,
Bonjour, bonjour à toutes et tous. Je voudrais d'abord remercier à nouveau toutes celles et ceux qui ont accepté de contribuer à ce colloque, que ce soit en intervenant au cours sur l'un des 4 grands thèmes étroitement connectés qui organisent nos échanges, ou en modérant l'une des demi-journées. Merci aussi à celles et ceux qui sont présents dans cette salle. Merci déjà pour leur participation attendue aux discussions collectives. Good morning to each and everyone. Thank you very much for all participants to be here, and a special welcome to participants coming from afar. Welcome to everyone here, and we hope you will stay with us during these 2 days and participate to our discussions in French or in English. Je ne vais pas être longue. Bruno Karsanti a donné pour titre à ses propos introductifs « Ce qui dépend de nous ». Et il a désigné ainsi ce qui est sans doute l'une des visées principales de cette rencontre. Tenter de décrire et d'analyser le moment dans lequel les sciences humaines et sociales s'inscrivent aujourd'hui concernant les relations entre savoir et politique, et cela sans diluer les conjonctures particulières qui se donnent à voir ici et là, mais aussi proposer des réponses mieux partagées aux tensions qui se manifestent, comme il l'a dit, sur plusieurs fronts, à la fois internes et externes au champ scientifique. Je partirai de la façon dont Bruno Karsanti a repris aujourd'hui la question initiale posée à chaque participant. Comment puis-je formuler, depuis certains pans de mon expérience professionnelle et en réfléchissant sur la pratique actuelle de mon métier, la portée politique intrinsèque des sciences sociales ? Cette portée politique intrinsèque se donne à voir tout d'abord de l'extérieur, dans ce qui est fait aux sciences humaines et sociales, notamment lorsque celles-ci font face à des attaques ou à des dangers qui attestent en retour précisément de leur dimension politique, ou lorsque, de façon moins frontale, elles sont enrôlées pour servir les idéologies des États. Les exemples sont ici nombreux, mais en tant que sociologue travaillant sur le monde chinois, je ne peux pas ne pas évoquer aujourd'hui les sollicitations aujourd'hui faites à des historiens de Hong Kong, non seulement, j'évoque ici le mois qui a été formulé depuis quelques jours concernant la réécriture de manuels d'histoire à Hong Kong, réécriture qui pose, comme le disent les autorités chinoises depuis des décennies, que Hong Kong n'a jamais été colonie britannique, mais a été occupée par les Anglais. Mais bien au-delà de la reformulation de ces manuels d'histoire, les historiens de Hong Kong aujourd'hui sont sollicités pour réécrire l'histoire de Hong Kong, des sollicitations qui les divisent, des sollicitations parfois appuyées par des promesses de rémunération tout à fait inhabituelles au sein du monde académique, des sollicitations qui plus est, qui laissent entrevoir toutes sortes de menaces en cas de refus. Mais la portée politique du savoir, ici des sciences humaines et sociales, peut également se donner à voir toujours de l'extérieur par des modalités d'intervention moins directes et inscrites dans une sorte de graduation. Elles sont alors accompagnées de formes de sanctions négatives et ou positives entre lesquelles il nous faut discriminer. Des sanctions dont les degrés de légitimité ou d'illégitimité réclament notre vigilance, notre analyse et notre discernement, et qui peuvent affecter des questions aussi variées que les modalités de financement de la recherche, d'évaluation de ses résultats, d'accès aux archives ou de possibilités d'enquête, quelle que soit la discipline. Dès lors, la question de la conjoncture politique, historique, dans laquelle les communautés scientifiques sont placées, affecte les situations rencontrées. Pour reprendre les... Je continue. Pour reprendre les mots de Justine Lacroix que nous aurions aimé accueillir au sein de ce colloque, et de Michel Faucet, dans une introduction à un numéro thématique sur Claude Lefort, paru en 2019 dans la revue Esprit, les sciences sociales ne peuvent pas ne pas être affectées par les tentatives autoritaires qui, ici et là, et quels que soient les régimes politiques concernés, visent, début de la citation, à recréer de la certitude en convoquant des imaginaires qui, en apparence, réassurent les sociétés contemporaines, qui visent à refaire corps autour de principes transformés en valeurs, nation, marché, république, religion. Fin de la citation. Mais politique de l'intérieur cette fois, et dans un autre sens du terme, les sciences humaines et sociales le sont avant tout par le projet même qui les constitue, celui d'éclairer les réalités présentes et passées, de tenter de dire ce qui est ou ce qui a été,
Ça devrait marcher mieux, oui. Bon, excusez-moi. Donc je disais, le projet même qui les constitue, celui d'éclairer les réalités présentes et passées, de tenter de dire ce qui est ou ce qui a été, de proposer descriptions et interprétations. Cela, il convient de le souligner, à partir de questionnements et d'exigences qui se sont renouvelés au cours de ces dernières décennies, qui se sont diversifiés et dont le caractère à la fois situé et nomade connaît aujourd'hui de nouveaux impératifs d'explicitation et de légitimation. De fait, les événements et les processus sociaux particuliers qui perturbent et interpellent les chercheurs et chercheuses en sciences humaines et sociales ne sont pas les mêmes ici et là. Des décentrements respectifs et des décloisonnements académiques ont été opérés. Les mêmes objets soutiennent des projets de recherche inscrits dans des rapports distincts et parfois croisés entre distance et proximité, familiarité et étrangérité, et donc à partir d'articulations également distinctes entre la dimension empirique et la dimension normative des recherches menées. Les possibilités de traduction, mais aussi la validité des opérations de généralisation et de transfert des concepts et catégories élaborés en un point donné, sont débattues et retravaillées ailleurs. Cela sans nier les nombreux effets de dissymétrie qui persistent. S'il ne s'agit pas d'évoquer ici l'histoire des sciences humaines et sociales, force est néanmoins de constater que les enjeux de la recherche en sciences sociales et la manière dont ils sont aujourd'hui exposés et explicités pourraient désigner non pas tant une crise des sciences sociales qu'un moment particulièrement fécond de leur développement. Un moment marqué, on l'a dit, par de multiples formes de décentrement, un terme qu'il faudrait malgré tout déplier plus avant, mais également par l'attention portée par les chercheurs à la nécessaire explicitation de leurs modalités de collecte des données, de leurs opérations d'interprétation. Un moment marqué également par la visée, qui est aujourd'hui souvent la leur, de saisir par différents cheminements les implications intentionnelles et morales de celles et ceux qu'ils s'efforcent de comprendre, d'appréhender leurs espoirs et leurs inquiétudes qui ne sont pas sans lien avec les paysages d'action associés à leur expérience biographique. Cela sans que les chercheurs fassent fi du réel, c'est-à-dire fassent fi du fait que les acteurs sociaux, individuellement et collectivement, font bien l'expérience d'un monde qui s'impose à eux indépendamment de leurs désirs et de leur volonté. Il s'agit donc de marcher sur un fil plus étroit, mais peut-être plus solide, ou qui provoque des effets de compréhension plus convaincants. Je reprendrai ici la belle formule de Carlos Ginzburg dans son introduction à l'ouvrage Rapport de force paru en 2003, lorsqu'il dit que les sources des chercheurs en sciences sociales ne sont, début de la citation, ni des fenêtres ouvertes comme le croient les positivistes, ni des murs qui obstruent la vue comme le croient les sceptiques. En fait, c'est à des vitres déformantes qu'il faut les comparer. Fin de la citation. On pourrait en dire autant des opérateurs d'analyse et d'interprétation menés par les chercheurs qui font l'objet dès lors d'un impératif d'explicitation renouvelée. Une explicitation appelée à occuper une part croissante dans la restitution des enquêtes menées, quelles que soient une fois encore les disciplines concernées, ou de manière plus précise, une explicitation qui est une part constitutive de ces enquêtes. De cette situation surgissent des questions nouvelles. La question du temps, par exemple. Le temps nécessaire pour rendre compte des enquêtes menées en donnant à voir les différentes séquences qui les constituent à des interlocuteurs au sein du monde académique comme à l'extérieur du monde économique. J'ai parlé d'allongement en quelque sorte du temps nécessaire pour se comprendre et pour se faire comprendre. Dans le même temps me revient en mémoire la séance organisée le 7 mars 2022 par l'ACN, une séance intitulée « Voices from Ukraine Under Siege » et au cours de laquelle 4 jeunes chercheurs ukrainiens en sciences sociales, réfugiés dans des appartements et des caves de différentes villes d'Ukraine, suscitaient un effet de compréhension immédiat sur la situation en Ukraine, en prenant chacun la parole une vingtaine de minutes, comme linguistes, sociologues, économistes ou historiens. Leurs interventions s'achevaient ce jour-là par une sorte de plaidoyer en faveur de l'enquête en sciences sociales, qu'elle soit historiographique, sociologique ou anthropologique, pour légitimer les prises de parole dites académiques sur la situation en Ukraine. Mais de cette situation, de ce qu'on pourrait désigner encore donc comme des progrès des sciences humaines et sociales, surgissent également des questions concernant la nécessité de réfléchir à nouveau frais aux opérations de généralisation que nous accomplissons, aux formes d'administration de la preuve, à la vigilance nécessaire pour distinguer le doute
qui permet de poursuivre et de partager un questionnement, du soupçon, qui non seulement peut surgir pour invalider les propos des chercheurs, mais qui peut également être un obstacle au débat entre chercheurs, en inscrivant d'emblée celui-ci dans un mode de pensée binaire, dans des dualités particulièrement improductives. C'est en ce sens que ce colloque ambitionne d'être également un lieu de discussion sur les modalités et les formes de légitimation du débat scientifique.